Eh ben bonjour, ça faisait longtemps. Mais en même temps, soyons honnêtes, Paul Thomas Anderson, même un réalisateur particulièrement important et qui m'est très cher, Paul Thomas Anderson qui réalise un nouveau film, ça c'est toujours un événement. Ce nouveau film, c'est d'après un roman de Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, un de mes romanciers préférés, si ce n'est pas mon romancier préféré, que ce roman en particulier, Vineland, c'est l'un de mes romans préférés de cet auteur. Bon, ce film, je ne pouvais pas le manquer et je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo, sur cette chaîne. Yeah. Yeah. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la révolution! Et alors, que dire? J'avais peur d'aller voir ce film, hein, c'est évident, hein, l'attente était immense de mon côté. Et bon, cette peur, naturellement, était fondée. On va pas y aller par quatre chemins. Paul Thomas Anderson a détruit le roman de Pynchon. Il a pris le roman, il en a extrait une vague ligne principale, une vague intrigue principale. Il a changé la temporalité, il a changé la chronologie, il a changé jusqu'au nom des personnages, jusqu'à l'identité des personnages. Il a conçu une fin complètement différente, des espèces d'intrigues secondaires totalement décalées par rapport au roman. Et voilà, il nous pond ce film de presque 3 heures qui n'a rien à voir finalement, qui ne respecte pas le livre. Et c'est d'autant plus surprenant que il y a quelques années, Paul Thomas Anderson avait fait, à mon avis, une masterclass en termes d'interprétation, en termes d'adaptation, pardon, avec son adaptation du roman Inherent Vice, en français Vice caché, du même Thomas Pynchon. Et là, ça avait été un travail complètement différent qu'il avait fait. Il avait réussi à suivre, je vais pas dire à la lettre parce que c'est pas vrai, mais à suivre le livre d'une façon très pure, sans trahir l'essence, tout en arrivant à simplifier une intrigue qui est extrêmement alambiquée, extrêmement tordue, parce que c'est du Thomas Pynchon. Alors bon, peut-être que là je vais un peu dans tous les sens. Posons-nous 2 minutes, parlons de Thomas Pynchon. Vous savez, j'aime bien parler à l'occasion d'écrivains ou en tout cas d'autres artistes sur cette chaîne. Et bon, Thomas Pynchon, c'est une des figures essentielles de la littérature américaine du XXe et XXIe siècle. Il a écrit en particulier un roman qui est déjà un classique de la littérature américaine contemporaine, de la littérature postmoderne. Ce roman, c'est L'arc-en-ciel de la gravité, en anglais Gravity's Rainbow. Alors n'attendez pas une adaptation cinématographique de L'arc-en-ciel de la gravité. C'est un roman qui est impossible à traduire en images. C'est aussi un roman qui, par ses dimensions, ne se prête pas du tout au format film. Si vraiment adaptation audiovisuelle il devait y avoir, ce serait une adaptation en série, à mon avis. Ça pourrait être intéressant, mais ce serait une série qui serait à la fois beaucoup trop mature, qui serait écœurante, qui serait irregardable, et qui, pour le coup, détruirait l'âme de Pynchon, détruirait l'essence de Pynchon. Pynchon, c'est un romancier qui a ses obsessions, comme tout romancier. Ses obsessions, c'est l'obsession du mot, l'obsession très postmoderne de la compréhension du monde, de la digestion d'un patrimoine culturel, d'un patrimoine artistique. C'est l'idée que des personnages se retrouvent complètement perdus dans un monde dont la réalité leur échappe, des personnages qui du coup se réfugient dans le complotisme, des personnages qui se retrouvent en général marginalisés dans une attitude de rébellion, ou dans une attitude en tout cas
de quête de liberté. Et cette quête de liberté passe très souvent par une quête de sens. Le personnage de Pynchon essaye de déchiffrer son environnement, essaye de faire sens d'un monde qui n'a pas de sens. Et dans cette quête effrénée de sens, le symbole devient la clé de voûte de l'univers de Pynchon. Tout prend une signification. Et la question qui se pose forcément dans tout roman de Pynchon, c'est à quel moment est-ce que mon analyse d'un symbole est fausse, à quel moment est-ce que mon analyse d'un symbole est vraie. Et c'est là que le complotisme prend une dimension extrêmement intéressante dans cette littérature, parce que le complotisme, c'est exactement ça, c'est la suranalyse d'un certain nombre de symboles, d'un certain nombre de signes que l'on remarque au quotidien. Et ça, c'est une composante qui est essentielle de Pynchon. Tout semble prendre un sens. On a envie en tant que lecteur d'interpréter absolument chaque ligne, chaque virgule de cette littérature. Et les personnages font de même. Les personnages sont dans cette quête vouée à l'échec de faire sens du réel. Vineland, c'est un roman très particulier dans la filmographie de Pynchon. Dans l'œuvre de Pynchon. C'est un roman très particulier parce que c'est un roman qui vient directement après le fameux arc-en-ciel de la gravité dont j'ai parlé. Mais quand je dis directement après, c'est en termes des romans, la succession des romans écrits par Pynchon. Mais en revanche, c'est un roman qui va venir après une longue pause. Et c'est un roman qui va bouleverser les codes d'écriture de Pynchon. Pynchon, faut le dire, c'est un chantre de la littérature postmoderne. Et jusqu'à Vineland, il avait quand même un style qui était assez abrupt, assez cynique, très difficile de s'attacher au personnage, très difficile de ressentir des émotions dans l'œuvre de Pynchon. Et encore, je dis ça, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision de l'œuvre de Pynchon comme dénuée d'émotions, et en particulier dans l'Arc-en-ciel de la gravité, qui est un roman particulièrement rude et particulièrement privé de toute forme d'émotion, de toute sentimentalité, où le sentiment en général est occulté par une sexualité brute, typiquement par la haine, par les rapports de pouvoir. Ça encore, les rapports de pouvoir très très importants dans l'œuvre de Pynchon. Bref, un roman qui ne laisse pas beaucoup de place à l'émotion. Malgré tout, il y a toute une sous-intrigue, alors peut-être effectivement très marginalisée, donc ceux qui ont lu l'œuvre savent de quoi je parle, hein. Roger Mexico et Jessica, toute cette intrigue, toute cette petite ligne porte une émotion extrêmement grande, et d'autant plus grande, d'autant plus viscérale, qu'elle parle de personnages qui sont censés être des personnes sans émotion, hein. Typiquement le statisticien qui a le moins d'émotion qu'un statisticien. Qu'est-ce qui porte le moins de sentiments que les statistiques? Et pourtant voilà, ce personnage porte cet immense pouvoir émotionnel, cet immense pouvoir sentimental. Et donc bref, tout ça pour dire, désolé, je m'égare, mais en même temps je parle de Thomas Pynchon, je pourrais parler de Thomas Pynchon pendant des heures et des heures. Et donc tout ça pour dire que jusqu'à Vineland, Pynchon était quand même assez peu sentimental. Vineland est une œuvre qui respire une nostalgie absolument folle. Celle de l'époque hippie, celle de l'époque où les hommes portaient cet idéal, hein, révolutionnaire, cet idéal de changer le monde. Et finalement, cette nostalgie s'incarne dans le roman par une espèce de perte de cet idéal, avec ce contraste entre le présent et le passé. Le présent avec ces personnages pleins de désillusions, qui ont abandonné le combat, qui ont finalement tout perdu, et le passé avec ces groupes révolutionnaires, ces idéaux, cette envie, comme j'ai dit, de changer le monde.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le film, on en reparlera. Mais bref, donc, Vineland, c'est un roman de nostalgie. C'est un roman qui n'est pas que de la nostalgie, naturellement, mais c'est vrai que c'est un roman d'une douceur qui peut désarçonner un lecteur de Pynchon. C'est un roman qui est assez inattendu avec cette relation père-fille, vraiment d'une grande douceur, et la relation entre d'autres personnages qui finalement ne sont pas du tout portés à l'écran par Pynchon. Bref, je sais même plus où je vais avec cette histoire. Je suis sans script, je parle en improvisation. Donc, voilà. Vineland, c'est un roman qui est très particulier à mon avis dans l'œuvre de Pynchon. C'est un roman qui est assez unique aussi, parce que cette douceur, bien qu'elle sera beaucoup plus présente dans les romans suivants, reste à mon avis vraiment très caractéristique de celui-ci. Et j'ai envie de croire que c'est un des romans les plus personnels de Pynchon. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, Thomas Pynchon, c'est un romancier sur lequel on ne sait absolument rien. On connaît une photo de lui datant de sa jeunesse, mais aujourd'hui, je sais même pas quel âge il doit avoir peut-être 85 ans, donc pas tout jeune. Donc autant dire que la seule photo qu'on ait de lui doit dater de plus de 60 ans. Il y avait même eu des théories à une époque comme quoi Pynchon n'existait pas, qu'en fait c'était un collectif d'artistes. Ce qui se comprend quand on voit le style extrêmement foisonnant et protéiforme de l'auteur. C'est vrai que parfois quand on lit typiquement L'Arc-en-Ciel de la gravité, c'est un roman dont on se dit mais ça peut pas être écrit par une seule personne, c'est un roman schizophrène, c'est un roman malade. Il y a une variété dans les voix, une variété dans les tons, dans les genres. Une question que je déteste, c'est quand on me demande, mais en fait, Pynchon, c'est quel genre? C'est tous les genres à la fois. Un autre de ces romans que j'adore, qui est le roman Contre-jour, en anglais Against the Day, c'est un roman qui va faire se succéder tous les styles littéraires, et d'une page à l'autre, on va passer de Lovecraft à Jules Verne, de Jules Verne au western, du western à la science-fiction. C'est un roman qui n'a ni queue ni tête dans ses styles. Donc voilà, Pynchon, serait-il un collectif d'auteurs? Non, aujourd'hui on sait quand même assurément que Pynchon est une seule et unique personne. Mais voilà, Vineland, c'est à mon avis une des clés de compréhension de l'histoire personnelle de Pynchon. L'attachement à la communauté hippie qu'on va retrouver dans beaucoup de ses romans, vraiment énormément de ses romans, et l'autre roman porté à l'écran par Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, est aussi un roman qui parle de l'époque post-hippie et du détournement finalement du rêve et de la communauté hippie. J'avais promis que je parlerais de ce roman, de ce film sur la chaîne, et je l'ai jamais fait. J'ai promis beaucoup de choses sur cette chaîne que j'ai jamais faites. Pardonnez-moi. Bref, revenons-en à Vineland. Vineland, donc roman de Thomas Pynchon. Les romans de Thomas Pynchon, pour beaucoup de raisons que j'ai évoquées, et d'autres que j'ai pas évoquées, mais qui semblent absolument claires avec tout ce que j'ai dit, les romans de Thomas Pynchon sont réputés pour être des romans pas adaptables. Et ça se comprend, c'est des romans qui jouent sur la temporalité, c'est des romans qui jouent sur les mots, c'est des romans qui font se mêler le rêve, la réalité, le fantasme, le délire, les drogues, et quand on lit du Thomas Pynchon, on sait pas ce qu'on est en train de lire, on ne sait pas quelle phrase correspond à quoi, quelle est la signification de quel mot est important, quel mot est complètement arbitraire. On se laisse perdre dans ces lignes d'écriture, on se laisse perdre dans cette espèce de logorée. Il y a des passages de Pynchon qui sont littéralement une logorée, une diarrhée verbale sans queue ni tête, qu'on lit en ayant l'impression qu'on a complètement perdu le fil de ce qui est en train de se passer. On sent là encore, ceux qui ont lu L'Arc-en-Ciel de la gravité, je pense par exemple à un passage où l'un des personnages va tomber dans la cuvette des toilettes, et va se retrouver à errer dans les canalisations avec un recouvert d'excréments séchés, de vomi, de sperme, bref,
Quand je vous dis que c'est pas adaptable, c'est ce type de moment où pendant 10 pages on va lire cette errance dans des canalisations d'égouts et se dire mais qu'est-ce que je suis en train de lire, quel est le rapport? Et en fait le rapport il est là, le rapport il est symbolique et le rapport il va se créer où le personnage il va se retrouver dans une situation qui va ramener à une intrigue qui va faire évoluer sur une autre ligne, une autre ligne narratif, pardon. C'est brillant, mais c'est pas quelque chose qui passe en image en fait. À moins que. Et ce à moins que, c'est ce qu'a fait Paul Thomas avec Inherent Vice. Brillantissime adaptation. Paul Thomas Anderson a compris que l'élément primaire de la construction de Pynchon, c'est le mot. Que le mot, ce n'est pas un élément cinématographique. Qu'est-ce qu'a fait Paul Thomas Anderson? Il a pris le mot dans Pynchon et il l'a remplacé par l'image. Tout le pouvoir du mot dans Pynchon a été remplacé, a été traduit par Paul Thomas Anderson par le pouvoir de l'image. La suggestion des mots, la perte de repères, la quête de sens à travers la symbolique de tel ou tel mot, le choix de tel ou tel mot, va être transformé par le cinéaste en une quête de sens des images. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, le mot, la narration dans Pynchon, qui est brillantissime, va être gardée par Paul Thomas Anderson, qui va faire le choix de créer ce personnage, enfin de transformer ce personnage qui existe dans le roman. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Pas que ce soit très important, mais ce personnage qui va finalement traduire le mot en divination. Ça va être lire les étoiles et transformer les étoiles en les étoiles en une narration parlée. Et cette narration parlée va être une espèce de fil directeur dans tout le film et va permettre de réintroduire dans une certaine mesure, de réintroduire ce mot qui autrement n'aurait pas eu sa place. Quête du mot, quête de la signification des étoiles, etc. Quête d'un sens que les personnages ne trouveront pas. Et ça a été une manière qui, à mon avis, très intelligente, très fine de la part de Paul Thomas Anderson de réintroduire cet élément dans son film. Mais autrement, le film est un film d'image. C'est une œuvre d'image où la perte de sens, où la perte, la désorientation totale dans le monde va se traduire par l'image. Les rapports entre les personnages, plutôt que d'être vectorisés, d'être incarnés par tout un discours, par toute une narration extrêmement alambiquée, dont le lecteur doit se retrouver l'interprète, tout ça va être représenté en images. Scène très simple et en même temps extrêmement évocatrice et extrêmement claire dans finalement la façon dont Paul Thomas Anderson va nous poser ces symboles visuels. C'est cette scène où le personnage principal, Doc Sportello, incarné par Joaquin Phoenix, est assis dans le salon de la femme d'un milliardaire emporté disparu, sur lequel il enquête. La femme est assise, vraiment, la superficialité incarnée. La caméra est cadrée, un peu comme le cadre de cette vidéo. Et là apparaît, je sais plus ce qu'il est, je crois que c'est son prof de yoga ou quelque chose comme ça, une espèce de beau gosse baraqué californien avec sa musculature bien bronzée et son maillot de bain bien moulant. Et qu'est-ce qu'il va faire ce personnage? Il va apparaître et il va se cadrer comme ça avec les fesses du personnage, bloquant la vue. On se retrouve avec ce cadre
avec juste le slip moulant et la femme du milliardaire. Et en une image, il pose toute la symbolique des relations, de l'adultère, etc. On comprend, il n'y a même pas besoin de mots, il n'y a même pas besoin de gestes, il n'y a même pas besoin de jouer sur le travail des acteurs ou quoi que ce soit. Paf, un cadre et c'est bon. Le cadre porte le sens. Et décadrer et déconstruire aussi le montage, qui est la partie narrative du film, bah ça va, tout ça, ça va permettre d'apporter le symbole, la déconstruction des symboles, la parano, l'incompréhension. C'est Inherent Vice, c'est un film dans lequel on ne comprend pas grand-chose, ou en tout cas, on est toujours perdu entre plusieurs niveaux de réalité, qui nous sont montrés par le travail du montage comme une espèce de ligne directrice, comme une espèce de réalité unique. Réalité unique dont on comprend qu'elle peut pas avoir lieu. Cette scène où Doc se fait assommer dans un salon de massage érotique et se retrouve à se réveiller au milieu d'une plaine désertique entouré de policiers avec un cadavre à côté de lui. Montage brillantissime avec cette transition sur le drapeau et ces images, ces cadres. Bon, bref, bon, vous avez compris, j'adore, mais c'est un moment où on se dit mais qu'est-ce que je viens de regarder et tout ça, ça représente à merveille ce qui est déjà présent dans le roman, quoi. C'est partir du point de vue de ce détective privé qui est complètement drogué de la première page du roman à la dernière page du roman. Et ça, dans le film, ça se voit, ça se ressent par l'image, par le cadrage, par le montage. Et bon, je sais que Desga, tu vas regarder ma vidéo. Bonjour. Donc là, voilà, on ne pouvait pas ne pas évoquer Deleuze. Image mouvement, image temps, et ça s'incarne à merveille, à mon avis, dans Inherent Vice et dans la tentative de Paul Thomas Anderson de représenter la parano, de représenter à l'écran tout ce qui fait l'essence du travail romanesque de Thomas Pynchon. Bon, ça fait 20 minutes que je vous parle, que j'essaye de vous parler d'un film qui est One Battle After Another. À part avoir craché mon venin dessus pendant 1 minute en début de vidéo, je pense que j'ai passé peut-être 18 minutes. On verra ça au montage. Hein. Bon, le montage sera simple. Hein, il y aura probablement simplement pas de montage. Mais en tout cas, j'ai parlé pendant plus d'1 quart d'heure de tout, sauf de ce film. Et en même temps, je pense que j'ai dit beaucoup sur le film par cette même occasion. Et je l'ai dit par contraste. Parce que tout ce que Paul Thomas Anderson avait fait dans Inherent Vice, il ne le fait plus dans One Battle After Another. Il a complètement cassé cet aspect. Alors je dis pas que la parano n'existe pas, mais elle est finalement très marginalisée. Ben, à la rigueur, c'est presque plus une petite blague qu'autre chose. Le personnage qui dit « je suis parano ». Mais en fait, cette parano, qui est la paranoïa, qui est un des piliers de l'œuvre de Pynchon, cette paranoïa qui avait été tellement bien retranscrite dans Inherent Vice, cette paranoïa qui est la colonne vertébrale de Vineland, elle n'est pas présente dans le film. Elle n'est pas présente pourquoi ? Parce que finalement, Paul Thomas Anderson a fait des choix de réécriture qui sont extrêmement discutables, disons-le. Et alors, je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, je me fiche complètement de savoir si vous avez vu ou non le film. Je vais parler de l'intrigue, de la fin, de tout. Je vais
tout dévoiler. Donc, si les spoilers vous font peur, si le divulgachage vous fait peur, je vous invite très cordialement à arrêter la vidéo maintenant, parce que vous en aurez pour votre grade. Donc, qu'est-ce que je disais? La paranoïa qui est absente. Comment est-ce que Paul Thomas Anderson détruit la paranoïa? Il détruit la paranoïa en montrant la menace comme vraie. Et comment a-t-il montré la menace comme vraie? Il a montré la menace comme vraie en inversant la narration du livre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le livre commence par la deuxième moitié du film. Le livre s'ouvre donc sur le personnage qui est dans le film joué par DiCaprio, qui porte pas le même nom. Du coup, maintenant, je suis perdu dans les noms des personnages. Donc, je vais juste juste en parler par périphrase ou en les associant à leurs acteurs. Donc, le personnage joué par DiCaprio, le héros, le protagoniste finalement, on peut dire dans une certaine mesure de ce film, vit avec sa fille dans cette maison complètement marginalisée. C'est un type marginalisé. Et encore dans le film, on le montre pas comme le loser qu'il est, le loser absolu qu'il est dans le roman. C'est un personnage très drôle dans le roman, très drôle et touchant à la fois, beaucoup plus que là où DiCaprio est juste complètement perdu dans l'action, quoi. Il sait pas ce qui est en train de se passer. Le roman, je trouve, lui donne une note un peu plus délicate, mais bon, bref, peu importe. Et donc le roman s'ouvre là-dessus et s'ouvre sur finalement cette gamine qui se retrouve traquée, qui se retrouve sauvée, et on comprend vraiment rien parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la famille de cet enfant. On ne sait pas qui est ce grand méchant policier qui la traque. On ne sait pas pourquoi il veut la voir. On ne sait pas tout ça. Et du coup, ça laisse une espèce de sentiment de menace et de paranoïa absolue parce que là encore, c'est un monde qui qui évolue dans les vapeurs de weed. C'est un monde où rien semble avoir semble avoir ni queue ni tête. C'est un monde complètement délirant. Et du coup, dans ce délire absolu, la paranoïa est l'arme première en fait quand on comprend pas ce qui est en train de se passer. En cassant ça, en racontant l'histoire, en racontant les origines, en présentant le personnage du méchant, donc joué par Sean Penn, avec une coiffure, il faut dire, incroyable. En présentant ce personnage, les rapports de sexualité, de domination entre ce personnage et la mère de l'enfant, bref, en présentant tout ça dès la première scène, en racontant la trahison, en racontant pourquoi DiCaprio et sa fille sont dans ce bungalow au milieu des bois. En racontant tout ça, finalement, en fait, Anderson nous prive de l'incompréhension. On voit ce film en comprenant exactement tout ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça casse cet élément d'incompréhension, cet élément de paranoïa, où on est perdu avec les personnages et on essaye de faire sens de tout ce qu'on peut voir à l'écran. C'était quelque chose qu'il avait conservé complètement dans Inherent Vice, quelque chose qu'il a détruit ici. Dans Vineland, dans le roman, la clé du roman, la colonne vertébrale du roman, c'est de comprendre l'histoire familiale. On suit cet enfant, cette adolescente, qui se retrouve plongée dans une histoire d'une complexité qui la dépasse, qui retrouve son quotidien, sa vie complètement bouleversée. Tout ça à cause de secrets, tout ça à cause de non-dits, et qui va devoir reconstituer le puzzle, qui va devoir réassembler les pièces, une à une, jusqu'à comprendre et pouvoir se sortir de cette situation et pouvoir vaincre le grand méchant et pouvoir rétablir une sorte d'équilibre. C'est ça, la quête du roman. Et cette quête-là, elle est inexistante ou quasiment inexistante dans le film. Alors oui, elle essaye bien de comprendre 2-3 petites choses, hein.
Mais c'est tout. Et finalement, cette quête se résume à 3 lignes de dialogue dans espèce de monastère, où elle demande à sa tutrice, j'ai envie de dire, à sa mentor, elle lui demande est-ce que ma mère a trahi la cause. Voilà, c'est tout. Ça a été une question à laquelle la nonne, enfin bref, dans le livre, c'est plus compliqué et beaucoup plus délirant, mais dans lequel donc la nonne lui répond simplement, bah oui, ouais, elle a trahi la cause. Il y a pas beaucoup plus, ça va très vite, j'ai envie de dire, c'est bâclé. Euh, et ça, bah forcément, qu'est-ce que j'ai pu être déçu. Et tout ça pour amener pour amener comment dire, ce troisième tiers du film, avec toute cette course-poursuite dans le désert, en voiture, etc., au détriment d'autres lignes qui me paraissaient tellement plus intéressantes et tellement plus riches dans l'intrigue du roman. Tout ça pour des choses qui n'existent même pas finalement dans le roman. La fin, hein, la fin ridicule du personnage interprété par Sean Penn, donc du méchant, cette fin où il se retrouve empoisonné, enfin tué par cette espèce de société secrète, hein, voilà, dont on sait même pas vraiment, cette espèce de suprémaciste blanc, mais on ne sait pas beaucoup plus sur leur but, et voilà, espèce de franc-maçon, franc-maçon mêlé au Ku Klux Klan. Bref, cette fin-là est absolument inexistante. Enfin, ça a été créé de toutes pièces. Et donc voilà, ce troisième tiers de film est quelque chose qui est complètement inventé, complètement créé de toutes pièces. Quelque chose qui comment dire, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire qui m'a en tout cas complètement perdu. Le dernier point qui pour le coup m'a vraiment laissé complètement à côté, c'est la linéarité du film. Linéarité qui est assumée dans le titre. One battle after another. C'est un titre qui assume, qui indique, qui parle d'une linéarité. C'est une linéarité de l'histoire, c'est une linéarité de l'intrigue. Comme je l'ai dit, le roman de Pynchon est un roman d'ellipse. C'est un roman de flashback. C'est un roman qui commence dans le présent, qui ensuite retourne dans le passé et qui va faire plusieurs incursions, plusieurs allers-retours. Et parfois, d'ailleurs, ça j'adore, parce que toute l'histoire du passé est racontée par un personnage, donc par le personnage qui est donc cette fameuse nonne. Il est raconté à l'adolescente par la nonne, et du coup, et là encore, narration littéraire, parce que Pynchon c'est un romancier, et ça c'est quelque chose qui ne pouvait pas passer au cinéma. Si, ça aurait pu passer par du chant contre chant, à mon avis, mais bon, bref, peu importe, là n'est pas la question. La narration, on commence avec cette nonne qui raconte l'histoire, et ça devient le narrateur principal. Et maintenant, la narration est du point de vue de cette femme, et le roman et les chapitres se succèdent dans la narration de ce personnage. Mais de temps en temps, la narration au milieu d'un dialogue, littéralement au milieu d'un dialogue, donc qui se passe dans le passé. Prairie qui est le nom de Wina, je crois, dans le film, bref, de l'adolescente. Prairie va intervenir pour poser une question, pour clarifier, et il va y avoir au milieu d'un dialogue du passé, un dialogue du présent qui clarifie le dialogue du passé, puis reprise du dialogue du passé. Enfin bref, c'est un délire absolu dans les temporalités, c'est un délire absolu dans les lignes narratives, et c'est complètement, ça rend une chronologie complètement embrouillée, complètement nouée. C'est un sac de nœuds, comme toute narration de Pynchon, c'est un sac de nœuds que Paul Thomas Anderson a savamment délié pour en faire une narration purement linéaire, du passé au présent jusqu'au dénouement.
Tout est linéaire. Il n'y a rien qui... Enfin, ici, il y a bien sûr les lignes parallèles parce qu'on suit le père et sa fille, mais on les suit en parallèle. C'est vraiment extrêmement lisse cette façon d'écrire. Et ça, bah, forcément, moi ça m'a perdu. Mais comme je l'ai dit, c'est le parti pris du titre. One battle after another. Bon, que dire? Bah, vous l'entendez à tout ce que je dis. Oui, je pense que Paul Thomas Anderson a saccagé Vineland. Paul Thomas Anderson a vraiment détruit ce que je trouvais intéressant dans le roman. Il a fait l'inverse de ce qu'il a fait avec Inherent Vice. Il a fait une mauvaise adaptation de Vineland. Bon. Et après, est-ce que finalement ça manque pas un peu? Toute cette critique que j'ai faite, c'est 30-35 minutes de blabla pour expliquer pourquoi Paul Thomas Anderson a détruit Vineland. C'est quelque chose que j'ai pensé. Et là, je suis très honnête, je vous regarde droit dans les yeux, je regarde ma caméra droit dans l'objectif, et je le dis, le film m'a sorti de son monde à de nombreuses reprises parce que j'aime beaucoup trop ce roman. Je l'aime beaucoup trop et le film ne l'adapte pas. Et d'ailleurs, si vous prêtez attention au générique, ce n'est pas écrit adapted from, c'est comment c'est dit mais c'est une interprétation en fait. J'ai oublié le mot qui est dans le générique, ça me reviendra peut-être. C'est pas je dirais la dimension après le d'après Vineland. C'est inspiré, c'est ça, inspired by, inspiré par Vineland. Paul Thomas Anderson a lu le livre, a aimé le livre, a voulu raconter une histoire qui est à peu près l'histoire du livre, mais qui n'est pas l'histoire du livre. Et oui, forcément, quand on connaît le livre par cœur, on est désarçonné, on est parfois laissé un peu de côté. Il y a des scènes, mais que j'attendais avec une telle impatience. Je vais pas le cacher. Il y a en particulier une scène de sexe. Alors là, on va lancer le débat sur les cinéphiles. Est-ce que le sexe au cinéma est nécessaire? Il y a une scène de sexe, une relation sexuelle entre deux personnages, qui est un point névralgique de l'intrigue et qui est phénoménal, et qui au cinéma aurait été grandiose. La caméra de Paul Thomas Anderson aurait été extraordinaire. Est-ce que je suis amer que cette scène ait été enlevée parce que ce personnage a été enlevé du film, il a été transformé en le personnage de Sensei, mais en vrai, le vrai personnage de Sensei dans le film a une importance beaucoup plus grande. Et c'est vrai, ça se passe vraiment au Japon, et ça se passe dans le passé. Il y a une espèce de secte de ninja. Bref, c'est quelque chose de fou. Et cette scène est grandiose. Je suis amer que cette scène ait été coupée. En quoi est-ce que ça dit quoi que ce soit sur le film? En rien. Ça dit beaucoup sur mes attentes par rapport au film, mais après tout, mes attentes par rapport au film, c'est un problème entre moi et moi-même. Bref, j'en reviens à mes moutons, mais c'est ça mes moutons. C'est que tout ce que je viens de dire, je viens d'expliquer en quoi Paul Thomas Anderson n'a pas fait une adaptation de Vineland, qui était ce que j'attendais. J'attendais une adaptation de Vineland. Bon, c'est un peu faux parce que j'avais compris quand même à demi-mot que c'était pas tant une adaptation que ça. Mais j'attendais cette adaptation, cette fichue adaptation de Vineland, parce qu'il avait fait un tellement beau travail avec Inherent Vice. Je voulais le retrouver. Je l'ai pas retrouvé parce que Paul Thomas Anderson est un auteur, que Paul Thomas Anderson fait ce qu'il a envie de faire. Et maintenant, je peux faire une critique bien meilleure du film.
Parce que oui, autant le film est une mauvaise adaptation, n'est pas une adaptation de Vineland, autant le film est un film magistral. Et même dans les moments où j'étais en dehors, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, mais donne-moi d'une Pynchon, je veux voir du Pynchon. Même dans ces moments-là, mon esprit disait, non, mais je suis en train d'assister à quelque chose de grandiose. Alors, pourquoi c'est quelque chose de grandiose? Bon, alors, il y a tout ce que beaucoup d'autres vont dire beaucoup mieux que moi. J'ai pas lu l'article, hein, j'ai pas lu l'article dans les cahiers, j'ai pas lu ce que la presse en a dit. J'ai pas encore regardé ce que d'autres youtubeurs ou podcasteurs ont pu dire sur ce film. J'ai vu quelques avis sur Letterboxd qui ont confirmé mon avis, hein, mais le film est grandiose, magistral, d'une technicité et en même temps, c'est une technicité qui correspond à la technicité de cette deuxième partie de l'œuvre de Paul Thomas Anderson. Quand je dis ça, c'est pour l'opposer typiquement à des films comme Boogie Nights ou Magnolia, qui sont des films avec une grande virtuosité de mouvement de caméra, etc. Moi, j'aime bien parce que c'est fait intelligemment, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté parfois un peu esbrouf, j'ai envie de dire. Regarde comment je sais mener. Enfin, je pense à une scène dans Magnolia où on suit l'entrée dans des studios de télé et on suit donc la caméra qui suit les personnages, c'est un immense plan séquence de plusieurs minutes, je crois, qui va suivre un personnage qui va ensuite partir avec un autre, et au hasard des couloirs va se retrouver avec le premier et va rentrer dans... Bref, magistral, c'est vraiment une chorégraphie. Ça, c'est quelque chose que Paul Thomas Anderson a arrêté de faire. Sa deuxième partie de filmographie est beaucoup plus humble, hein, j'ai envie de dire, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et beaucoup moins va beaucoup moins explorer ce type de mouvement, ce type de plan de composition très complexe, hein, pour s'attacher à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus, comment dire, dénué d'artifice. Dans celui-ci, One Battle After Another, je trouve qu'il renoue avec sa première partie, tout en gardant l'humilité de sa deuxième partie. Oui, il va beaucoup plus faire des plans séquences. Oui, il va y avoir une espèce de rythme un peu plus effréné. Il va y avoir beaucoup moins de plans fixes. Non, il va être beaucoup plus... Pardon, il va renouer avec ce qu'il faisait dans le passé, mais avec une certaine maturité qui du coup rend ça juste phénoménal. Son écriture extraordinaire. Mais je reviendrai sur l'écriture. J'ai envie de terminer cette vidéo en parlant de l'écriture. Il y a quelque chose que je me dois de noter. Bon, alors, les acteurs naturellement, travail extraordinaire. Cette dépiction de l'action. En fait, à un moment, j'ai beaucoup pensé, paradoxalement, à Mad Max Fury Road. Une grande partie du film, et j'ai envie de dire presque la première moitié du film, si ce n'est les deux premiers tiers du film, pardon, les deux premiers tiers du film sont une gigantesque scène d'action. Ça ne s'arrête pas. Toute la première partie, donc qui montre le passé, jusqu'à la trahison et au démantèlement du groupe révolutionnaire. Toute cette première partie-là est une première partie qui est d'un seul bloc. One battle after another. Tout est dans le titre. Je trouve que les titres de Paul Thomas Anderson sont toujours un peu cryptiques. Pour le coup, celui-là est tout sauf cryptique. C'est un film qui dit le projet du film, de raconter une succession de batailles, une succession de combats. Et c'est ce que fait
la première partie, c'est ce que fait la deuxième partie, c'est ce que fait la troisième partie du film. Et même chacun de ces actes, finalement, est une bataille. Et dans cette bataille, il y a les mini-batailles. Et ça se succède à un rythme effréné. Et ça, c'est géré par un montage merveilleux. Bref, là, je suis, faut que je le revoie. Hein. Si je voulais parler plus techniquement de ces aspects-là, il faut que je le revoie. Clairement, un seul visionnage n'est pas assez. En tout cas, les conditions dans lesquelles j'étais pour le premier visionnage n'étaient pas assez. Bref, mais oui, ce que je voulais noter, c'est la musique de Johnny Greenwood. Bon, Johnny Greenwood, hein, c'est merveilleux. Son travail avec Paul Thomas Anderson, voilà. Mais là, mon Dieu, dans ce film, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, cette espèce de musique concrète, mi-musique concrète, mi-espèce de brouillon un peu atonal, un peu... Ah mon Dieu, que c'est bon, la rythmique qui finalement épouse cette narration effrénée, ce one battle after another, la façon dont l'orchestral, il y a certaines pièces plus orchestrales, plus amples, finalement font une espèce de contraste avec ces notes répétées de piano et même ce contraste avec la dureté de l'image, avec la... Oh mon Dieu, bon bref, je m'emballe. Travail de Johnny Greenwood extraordinaire. Mais bon, ça fait 45 minutes que je parle à ma caméra, non pas que je me sente un peu seul, mais bon, peut-être que quand même il faudrait que je conclue. Et je vais conclure sur l'écriture, ce sur quoi j'ai commencé. J'ai commencé en parlant de l'écriture de Pynchon. J'ai commencé en parlant du fait que One Battle After Another est une mauvaise adaptation de Vineland. C'est une mauvaise adaptation de Vineland, mais c'est une réécriture de ce texte qui est merveilleuse. Paul Thomas Anderson a lu le roman. Il l'a compris, il l'a aimé. Dans toutes ses trahisons, typiquement la première partie, trahit tellement le roman, mais elle le trahit d'une façon qui a compris l'essence de Pynchon, qui a compris l'essence de ce roman. Maintenant, pourquoi moi j'ai été laissé de marbre? Pourquoi, par exemple, toute cette intrigue au Japon, qui a été complètement enlevée du roman, pourquoi ça m'a marqué? Pourquoi je continue quand même de dire que Paul Thomas Anderson a compris le roman? Il a compris le roman parce qu'il a juste eu une ligne de lecture différente de la mienne. Il a juste lu ce livre avec une sensibilité qui n'est pas la mienne. J'évoquais l'ami Desga, coucou une deuxième fois Desga. On peut pas évoquer cet immense non-youtubeur, on attend toujours ta chaîne, hein, donc s'il te plaît, fais-la. On peut pas évoquer ce grand nom, à mon avis, de la critique et de l'analyse cinématographique sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sans évoquer son philosophe de cœur, qui est Deleuze. Deleuze qui va beaucoup parler de ses sensibilités, il va parler de sensibilité philosophique. Dans son cours sur la peinture, il va parler donc de ce qu'il appelle le diagramme. Donc finalement cette espèce de modulation de la réalité qui va transformer le réel en l'image picturale. Alors là, on retrouve mes trois temps. Le moment pré-pictural, cliché, rien que des clichés. La nécessité d'un diagramme qui va brouiller, nettoyer le cliché. Pour qu'en sorte quelque chose, le diagramme n'étant qu'une possibilité de fait, le cliché c'est le donné. C'est ce qui est donné. Donné dans la tête, donné dans la rue, donné dans la perception, donné partout. Bon. Vous voyez, alors... le diagramme intervient comme ce qui va brouiller le cliché pour que la peinture en sorte. Là, on est en plein dedans. Paul Thomas Anderson est arrivé avec son diagramme, ses obsessions, sa ligne de lecture.
Et il a lu le roman de Pynchon, il a interprété le roman de Pynchon, il a réécrit le roman de Pynchon via ce prisme. Moi, ce n'est pas le prisme que j'aurais choisi. Vraiment, ce n'est absolument pas le prisme que j'aurais choisi. Tout cet aspect révolution, poursuite de la révolution, même s'il est essentiel, même s'il est important, moi, c'est plus la quête de sens qui m'a marqué. Et vous l'avez entendu dans toute la première moitié de la vidéo. C'est ce que j'aime chez Pynchon, c'est la quête de sens, c'est la compréhension. C'est faire sens du réel, c'est interpréter ce qui se passe et essayer de démêler la paranoïa de la réalité. Essayer de comprendre ce qui est fou dans le réel, mais qui est bien réel, de ce qui est complètement banal dans le réel, mais qui en fait est de l'ordre du fantasme. C'est tout ça qui me plaît. C'est tout ça qui me plaît dans l'œuvre de Pynchon. Et c'est ça que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé avoir cette confrérie des ninjettes, des sœurs ninjas qui vont pratiquer des rituels sexuels de meurtre. J'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé le voir, mais bon, c'est ma ligne de lecture. Ce personnage donc de Sensei qui dans le roman est un personnage qui est habité par la peur de la mort qui est l'essentiel de Vineland. Vineland, c'est un roman sur la présence et l'absence, le 0 et le 1, le binaire. Il insiste beaucoup, Pynchon, sur le binaire, sur l'émergence des ordinateurs et sur le fait que les citoyens ne sont finalement dans un ordinateur que des 0 et des 1 qu'on peut faire apparaître et disparaître juste en changeant un nombre. Le 0 et le 1, la mort, la vie, l'existence, la non-existence. Ça, c'est quelque chose, moi, c'est la ligne que j'aurais choisie, c'est mon diagramme. C'est comme ça que j'aurais interprété, que j'aurais lu Vineland et que je l'aurais porté au cinéma si j'avais eu une caméra et que j'avais eu le budget pour porter Vineland au cinéma. C'est pas comme ça que Paul Thomas Anderson l'a choisi. Paul Thomas Anderson, il s'est focalisé sur 2 points qui sont 2 points essentiels dans son œuvre. L'un des points, c'est la dimension politique, c'est la révolution. C'est la compréhension du passage du temps également, qui était extrêmement présente dans Boogie Nights, par exemple. Voilà, tout cet aspect historique, ancrage dans l'histoire américaine, relecture de l'histoire américaine, et que Paul Thomas Anderson a pas voulu. Il a fait comme Pynchon. Pynchon a voulu raconter l'évolution de l'histoire américaine qu'il a connue, à savoir le passage de l'époque hippie à l'époque post-hippie. Paul Thomas Anderson est trop jeune pour ça, c'est pas ce qu'il a connu. Donc Paul Thomas Anderson, il a parlé de l'évolution des combats entre les années, j'ai envie de dire, 95-2000 et le présent. Voilà, c'est tout. Il a juste dit la même chose que Pynchon, mais en le traduisant dans son combat. Ses batailles à lui. Ses batailles à lui. Qui ne sont pas les mêmes que les batailles des années 70. Effectivement, c'est pas les mêmes. Et là, on pourrait dire, oui, c'est une trahison, le film est une trahison. Non, c'est pas une trahison. Il a apporté autre chose. Il a apporté, ou plus exactement, il a apporté le même message, mais ce message, il l'a transformé, il l'a adapté, il l'a fait sien, il l'a relu dans son diagramme. L'autre grosse ligne de lecture du film, du roman, dans le film, c'est la famille, c'est le lien familial, et le lien familial, c'est le thème central de tous les films de Paul Thomas Anderson. Ça ne pouvait pas ne pas être le thème central de cette adaptation. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très présent naturellement dans le roman de Pynchon. Peut-être même plus appuyé, toute la partie du refus de maternité, etc. C'est quelque chose qui est très lourd et très très brillant dans le roman et qui est un peu plus rapide dans le film, même si vraiment vraiment bien montré. Et pour le coup, la force de l'image, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien tourné, toute cette partie-là. Qu'est-ce que c'est bien tourné, mon Dieu. Mais bref, désolé, je m'égare, je pars dans toutes les directions. C'est le problème d'une vidéo non scriptée. Mais bon, j'avais pas envie de scripter, sinon cette vidéo n'aurait jamais eu lieu. J'avais pas envie de scripter, j'avais pas envie de monter. Donc voilà, désolé, vous avez une vidéo brute. Vous avez 1 heure de moi en train de gloser dans le vide. Donc voilà, j'en reviens à l'écriture.
Paul Thomas Anderson a relu, a réinterprété, pas Inherent Vice, mon Dieu, Vineland. Il a réinterprété Vineland pour en faire quelque chose qui est sien, pour en faire sa propre œuvre, pour en faire, non pas Paul Thomas Anderson d'après Thomas Pynchon, mais Paul Thomas Anderson. C'est un film de Paul Thomas Anderson avant d'être une adaptation de Thomas Pynchon. Et vous savez quoi? Eh ben ça, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Film magistral, immense film. Voyez-le, que vous aimiez Pynchon ou pas, que vous ayez lu Pynchon ou pas, on s'en moque. Voyez le film, et voyez le film comme un film de Paul Thomas Anderson, et pas comme une adaptation de Thomas Pynchon. Et parce que cette vidéo n'est pas assez longue, permettez-moi de conclure en ouvrant un peu. Ce que j'ai fait dans cette toute première partie, toute cette critique où j'ai expliqué à quel point j'étais déçu, et à quel point le film est un mauvais film, hein, parce que quand même, hein, il n'a pas donné ce que j'ai envie. C'est une critique qu'on retrouve tellement souvent sur Internet. Et c'est une non-critique. C'est une non-critique. Parce que c'est une critique qui raconte plus sur ce que vous attendez d'un film que sur ce que le film donne. Et ça, c'est problématique. On l'a vu récemment avec Mad Max Furiosa, film que j'ai défendu et que je défendrai avec mon âme. C'est un film qui m'a marqué. C'est un des plus grands films que j'ai vu dans les dernières années, Furiosa. Film extraordinaire. C'est un film qui a tourné le dos à Fury Road. Et c'est difficile de porter l'héritage de Fury Road. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit... Furiosa, c'est un mauvais Mad Max. Furiosa, quand même, il a pas le même niveau d'action que Fury Road. Furiosa, non mais oh, y a même pas le personnage de Max et c'est un Mad Max, non mais oh, on marche sur la tête. Voilà les critiques qu'on a entendues sur Furiosa. Mais alors, mais mon Dieu, le film est excellent. Bah oui, George Miller, il avait pas envie de raconter la même chose que dans Fury Road. Ouais, il avait pas envie de raconter le même film d'action. Il avait envie de raconter une action autre. Et à mon avis, la façon dont est filmée l'action dans Furiosa est supérieure à ce qu'il fait dans Fury Road. C'est mon avis. Enfin, Fury Road est magistral. Mais Furiosa me semble un degré au-dessus dans sa façon de filmer l'action. Brillantissime. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste un délire de fan. Y a pas Max. Je s'en fiche qu'il n'y ait pas Max. Pardonnez-moi, mais le personnage de Furiosa est infiniment plus intéressant dans Furiosa, dans Mad Max Furiosa, que le personnage de Max n'est intéressant dans Fury Road. Hein. Le personnage de Max dans Fury Road, franchement, aucun intérêt. Alors, bon, c'est pas vrai, j'exagère un peu, mais pas loin quand même. Donc bref, pourquoi attaquer ce film sur cette base? On l'attaque sur cette base. Pourquoi on l'attaque sur cette base? Parce qu'on a des attentes et on juge le film non pas sur ce qu'il est, à savoir un magistral film d'action, mais sur ce qu'on en attend, à savoir un prequel de Fury Road. Comprenez là-dedans un film qui va avoir le même ton, qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose, qui va faire des petits clins d'œil bien placés, etc. Ben non, c'est pas ce que fait Furiosa. Furiosa est un film à part entière. C'est une œuvre d'un réalisateur qui est un auteur de cinéma et qui se distingue comme ça. One Battle After Another. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de le comparer autant à Inherent Vice. C'est deux projets de cinéma qui sont différents. Et Paul Thomas Anderson est un cinéaste qui sait ce qu'il fait. C'est un cinéaste brillant, c'est un cinéaste intelligent. Même les gens qui l'aiment pas, coucou Arto, même les gens qui l'aiment pas, on est forcé de dire que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur brillant qui sait ce qu'il fait.
Il savait qu'il était en train de faire un autre projet de cinéma, qu'il avait un autre rapport à l'adaptation entre Inherent Vice et One Battle After Another. Il le savait et il est pas idiot. C'est d'ailleurs pour ça que dans un cas il a gardé le titre du roman, dans l'autre cas il l'a pas gardé. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus drôle que, à mon avis, si je me souviens bien, dans Inherent Vice, le titre du roman, le titre du film n'est jamais expliqué dans le film, quand le titre est expliqué dans le roman. Alors que le titre, à mon avis, de One Battle After Another est beaucoup plus clair, le titre du film est beaucoup plus clair. Le titre du livre, Vineland, fait juste référence à l'état où se passe l'action. Et ça aussi, ça pose ce que Pynchon raconte. Pynchon raconte l'histoire d'un État, il raconte l'histoire d'une région. C'est un roman géographique, Vineland. C'est dans le titre. One Battle After Another, c'est un film linéaire. C'est une histoire linéaire. C'est dans le titre. Bref, désolé, je me répète, mais parce que c'est le projet. C'est le projet, c'est un projet différent. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer Paul Thomas Anderson sur son projet? Non, je n'ai pas le droit de l'attaquer. Ce serait vain, ce serait inutile. Alors, j'ai le droit de ne pas aimer le film parce qu'il m'a déçu. J'ai le droit, et ce n'est même pas le cas. J'ai adoré le film. Il m'a surpris, il m'a désarçonné. Sur certains points, il m'a un peu déçu par rapport à mes attentes. Mais en tant que film, je n'ai pas le droit de le critiquer sur cette base. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. S'il vous plaît, arrêtez de critiquer les adaptations. Parce qu'elles ne correspondent pas à ce que vous aviez vu dans le livre. S'il vous plaît, tous les fans gênants de Harry Potter, arrêtez de râler qu'il y ait une deuxième adaptation. L'adaptation sera probablement complètement nulle. Et c'est ça qui est triste, c'est que ce sera une adaptation nulle. Mais qu'il y ait une nouvelle adaptation, plutôt que les films de base, qui sont pas extraordinaires, d'un point de vue cinématographique, à part le troisième, moi je vois pas le problème. Des multiples adaptations d'un même roman, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait, et c'est fantastique, qu'on ait envie de refaire un film. Je vais parler typiquement du Suspiria. Suspiria, chef-d'œuvre de Dario Argento. Je trouve qu'il faut avoir du courage pour en faire une réécriture. Et c'est ce qu'a fait Luca Guadagnino. Alors j'aime pas ce réalisateur. Désolé Kino. Coucou à toi. Désolé, moi j'aime pas ce réalisateur. Et j'ai pas regardé le film parce que j'aime le Suspiria original et je sais que je vais être de mauvaise foi par rapport au nouveau Suspiria, mais je sais aussi que d'une certaine manière je vais l'aimer, le nouveau Suspiria. Bref, c'est un film que je regarderai un jour. Mais je trouve ça louable, je trouve ça fantastique que Guadagnino ait eu envie de refaire une adaptation, de faire une réécriture de ce film. C'est salutaire. Il le faut. Prenez un roman qui a été adapté 1 milliard de fois au cinéma, c'est Crime et Châtiment. Mais heureusement qu'il y a 1 milliard d'adaptations de Crime et Châtiment au cinéma. Heureusement. Et je parle de ce roman parce que j'ai vu 2 de ses adaptations récemment. Enfin, j'ai revu 2 de ses adaptations récemment. Une adaptation et 2 adaptations qui sont des adaptations très libres en fait. L'une qui est le Match Point de Woody Allen, qui est une adaptation libre, qui est une réécriture de Crime et Châtiment au même titre que One Battle After Another est une réécriture de Vineland. Et l'autre, c'est le Crime et Châtiment de Kaurismäki. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Kaurismäki ici entre nous. Qui est aussi une adaptation très libre. Et pourquoi c'est une adaptation très libre? Parce que Kaurismäki, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a lu le roman, qui s'est dit « Ah, tiens, je vais en faire un film », et qu'ensuite, il a essayé d'en faire un film, et qui s'est dit « Bah non, en fait, on peut pas faire un film à partir de ce roman ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Deleuze, le diagramme, paf, il a posé sa réécriture sur le roman.
Vartija. Love for thee, my heart is burning, and for thee I long, and for thee I long. Leave me not alone to sorrow, hear my song to thee. Oh, my love, at dawn tomorrow. Yield thy heart to me. Yield thy heart to me. Oh, come to me. Et je vais conclure avec une dernière référence culturelle, parce que ici on pose des références culturelles, mes amis. Cette référence culturelle, cette fois, c'est une référence musicale. Cette référence musicale, Richard Wagner. Richard Wagner et son grand opéra, la tétralogie, qui est 4 opéras qui revisitent la mythologie nordique, qui revisitent la mythologie germanique, qui mélangent tout ça de façon complètement absurde, complètement novatrice. C'est à la fois très proche de l'Edda, c'est très proche de la mythologie nordique, l'Yggdrasil, etc. Tout ça, on le retrouve dans une certaine mesure dans l'opéra de Wagner, mais juste dans une certaine mesure. Tout ça est brouillé, tout ça est relié, réécrit d'une façon qui correspond au délire de Wagner. Et les délires de Wagner, c'est l'envie de parler du pouvoir, l'envie de parler de la corruption politique. Oui, parce que Wagner était un anarchiste. Qu'on se le dise, Wagner n'était pas un nazi, Wagner était un grand antisémite, mais Wagner n'était pas un nazi, déjà parce que les nazis n'existaient pas à l'époque, et parce que Wagner avait des idées qui étaient des idées plus révolutionnaires de base. Bon, après, naturellement, je ne suis pas en train de dire que c'est un enfant de cœur, hein, en particulier son antisémitisme et un certain nombre de positions politiques, il était quand même très proche de milieux bakouninistes, etc., sont discutables, mais bref, je m'égare pour la 1000e fois sur cette vidéo, mais bref, Wagner était un anarchiste, et sa tétralogie parle d'anarchisme, c'est la chute du tyran, et d'ailleurs, moi je trouve ça toujours fascinant à quel point la fin de la tétralogie avait tout vu de la fin de Hitler. Cette vidéo va se faire censurer, c'est pas possible. Mais bref, c'est la fin de Hitler dans son bunker en flammes. Dans la tétralogie, c'est la fin du dieu despote Wotan dans son château en flammes. Avec l'humanité qui renaît de ses cendres avec la mort du despote. Excusez-moi, désolé, non, les gens qui arrivent ensuite et me disent que Wagner, quand même, c'est bien nazi. Non, c'est juste que les nazis sont débiles et les nazis n'ont pas vu que la musique de Wagner les critiquait. Mais bref, je m'égare. Mais je parlais donc du spectre de lecture de Wagner, donc qui est la relation du pouvoir, une certaine critique du capitalisme, mais aussi la rédemption par l'amour, blablabla, espèce de thème chrétien, catho, un peu débile qu'on retrouve dans beaucoup des opéras de Wagner. Mais voilà. Tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui vont faire finalement la ligne directrice de la réécriture des mythes nordiques par Wagner. Et cette réécriture, Wagner en est conscient. Il en parle très directement dans Siegfried, donc le troisième opéra de cette tétralogie. Une tétralogie, c'est 4 opéras. Là, c'est le troisième volet sur 4. Et dans le premier acte, il y a le personnage de Siegfried, le grand héros germanique, qui a l'épée brisée de son père, et qui demande à son père adoptif, qui est forgeron, qui lui demande de reforger son épée, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à reforger l'épée. Il essaye, mais l'épée n'arrête pas de se casser parce que c'est une épée magique, blablabla, peu importe.
Et quel est le rapport, vous allez dire? Le rapport, c'est qu'à la fin du premier acte, la toute dernière scène, Siegfried dit « Bah, papa, laisse-moi faire. » Il prend l'épée, il détruit l'épée. Il la réduit en miettes, il fait fondre les miettes et il la reforge intégralement. Et là, Wagner nous dit, voilà ce que c'est que de créer un mythe. Voilà ce que c'est que de créer une œuvre. Créer une œuvre, c'est prendre les morceaux du passé, c'est prendre ce qu'on nous a laissé, prendre nos sources d'inspiration, les pulvériser, les fondre et les remouler. Et en ça fait que notre œuvre, elle porte l'essence de nos inspirations, tout en étant notre œuvre, tout en portant notre magie personnelle. Ce qu'a fait Paul Thomas Anderson, c'est ce que fait Siegfried dans l'opéra de Wagner. Il a pulvérisé le livre, et il l'a reforgé, et il en a fait son film, qui est un grand film. Allez voir One Battle After Another, et merci de m'avoir écouté pendant presque 1h30. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais ça fait plaisir de revenir un petit peu. Je vais essayer de revenir plus régulièrement et de poster des vidéos plus régulièrement sur cette chaîne. Merci bien, et à bientôt.